et je croise aussi en nutrition, beaucoup de sportifs qui s'infligent des fois tellement de choses qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus du tout à s'entraîner. Mais c'est même pas seulement un plan physique, c'est un plan psychologique. Donc comme j'ai aussi ce côté-là épicurienne, j'ai besoin aussi d'avoir des petits lâcher-prise et de ne pas être toujours maintenue à des choses très strictes. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. L'Alpsman, cette épreuve de triathlon est celle de tous les superlatifs. C'est le défi de l'extrême dans un site exceptionnel autour du lac d'Annecy. Le format le plus long consiste à nager 3,8 km, à rouler 180 puis à courir un marathon, 42,2 km. Les mêmes distances donc que sur les mythiques Ironman, à la différence près que l'Alpsman, c'est une épreuve de montagne. Il y a 4000 mètres de dénivelé à avaler sur le vélo, et pour les plus rapides, la deuxième partie du marathon est en fait un trail jusqu'au sommet du mont Semnoz. Environ 400 personnes en prennent le départ chaque année, avec des chronos de course qui dépassent allègrement la quinzaine d'heures pour la plupart d'entre eux. Bref, c'est le festival de l'effort physique, la Rolls-Royce du triathlon lent format, le Graal pour tous les amateurs d'épreuves hors normes. Mon invité de la semaine, Emmanuelle Auger-Daven, est devenue finisher de l'édition 2023, première femme dans sa catégorie. C'est déjà une performance exceptionnelle en soi, mais Emmanuelle a quelque chose en plus avec lequel elle doit composer. En 2021, elle a eu un grave traumatisme crânien suite à une lourde chute à vélo. Elle a frôlé la mort et le diagnostic des médecins était clair, sa pratique du sport doit changer. Concrètement, il lui est désormais impossible de se retrouver en état de souffrance physique, car si c'est le cas, son cerveau n'est plus capable de le gérer et physiquement, tout son corps s'arrête de fonctionner. Comment est-ce qu'on gère un paramètre pareil quand on prend le départ d'une course telle que l'Alpsman ? C'est ce dont on parle avec Emmanuelle, en plus du sujet de la nutrition sportive, qui est son domaine d'expertise. Un échange absolument passionnant avec une femme qui a su rebondir rapidement après un accident qui aurait pu la laisser à terre. Ouvrez grand les oreilles, énorme dose d'énergie garantie. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Emmanuelle sur le podcast. Merci. Très très content de t'accueillir. Je crois que ma première question c'est comment est-ce que tu te sens du coup quelques heures, quelques jours après cette folie qu'est l'Alpsman ? Je me sens super bien, je me sens pas fatiguée, je me sens plutôt en forme. J'ai pas eu encore de contre-coup, hein, peut-être que ça va venir après, mais non, là je suis super bien, super positive, joyeuse, heureuse et le pied remis dans toutes mes multiples activités professionnelles essentiellement. Donc j'ai limite pas trop le temps d'en profiter, quoi. Ok, je m'attendais pas à cette réponse. Je pensais que tu allais me dire courbature, gros coup de fatigue. Ok. Ouais, je suis désolée, je sais que c'est un peu, je t'avoue, c'est un peu enquiquinant ce que je dis, c'est un peu rageant. Je voudrais bien faire semblant et dire que j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux jambes, que je suis crevée, mais bon, non, je sais pas mentir, je suis plutôt honnête, donc non, j'avoue, je suis plutôt en pleine forme avec les objectifs prochains qui sont déjà en place. Trop bien, trop bien. Parce que tu peux me rappeler du coup ton chrono final sur cette épreuve? Ouais, ou chrono anecdotique de 15h30. 15h30, ok. Ouais. Wow, ok. C'est top. Donc t'es Quand on adore le arrivé. sport, on en profite pendant 15h30. C'est génial.
Ouais. Donc ça fait une arrivée à 21h, c'est ça? Ah, bah écoute, À oui, peu je près, pense. hein. J'ai pas du tout regardé, mais oui, c'est ça, à peu près. Oui. Très, très, très curieux du coup que tu nous expliques un petit peu comment tu t'es préparé à cette épreuve parce que, encore une fois, terminer en 15h30, c'est quand même pas mal du tout. Terminer en excellente forme, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, ça m'impressionne énormément. Donc, super curieux. Mais avant ça, avant qu'on parle de ce monstre qui est l'Alpsman, ce que je te propose, c'est peut-être de nous expliquer un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, parce que il me semble que tu n'es pas triathlète professionnel. Donc, Ah qu'est-ce non? que tu fais dans la vie, Non. Emmanuel? Alors, dans la vie, ben, je fais beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Je suis une passionnée de manière générale, donc j'essaye de faire de ma vie chaque matin quand je me lève, de vivre avec mes passions. Donc à la base, je suis une infirmière libérale. Ok. Euh, voilà. Après, en parallèle, très sportive, avec des débuts beaucoup en course à pied uniquement, hein, sur plusieurs années. Et puis c'est conjugué à ça une passion pour la nutrition parce que ben voilà, quand on a un rythme de vie d'une femme active avec des enfants, l'infirmière libérale, bon, on ne cache pas que c'est quand même un job aussi très prenant Hmm. physiquement et psychologiquement, plus pas mal de sport. Bah, du coup, il a fallu que j'adapte un petit peu tout ça pour pouvoir être en forme et continuer à pratiquer comme je voulais. Et puis, j'étais aussi très compétitrice en course à pied, des objectifs chrono, voilà, des trucs très briefés. Donc, du coup, il a fallu que je me mette dans la nutrition qui me manquait un peu. Et puis, finalement, j'en ai développé une passion. Et après, je me suis dit, bah tiens, allez, pourquoi pas en faire quelque chose au niveau professionnel, puisque j'avais fait pas mal de choses déjà pour moi, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire aussi pour les autres. Donc du coup, je me suis refait j'ai refait 2 ans en formation, voilà, pour être micronutritionniste. Donc je suis spécialisée en nutrition sportive, voilà, et aussi évidemment en nutrition santé. Et du coup, j'ai créé Circadie, mes suivis en nutritionnel que je fais dans mon bureau et à distance aussi avec des personnes partout en France, même en Suisse. Et en fait, en gros, je me suis créé une deuxième profession qui unit tout ce qui me passionne, c'est-à-dire le soin aux personnes, la nutrition et le sport. Voilà. Donc suite à ça, j'ai ouvert un deuxième cabinet de suivi en nutrition. Voilà, essentiellement le plus gros de mon parcours. Voilà, je travaille aussi en parallèle avec un médecin pour tout ce qui est injection de PRP pour les blessures chez les sportifs, hein, des injections de plaquettes, si on veut être plus clair. Et je suis aussi associée à la franchise Cryoterra, un pôle de cryothérapie, pardon. Je suis responsable de la formation nutrition au sein de la franchise en France qui commence à avoir, je crois, 14 centres en France et je les forme tous les centres à chaque ouverture. Ok. Voilà, je crois que ça résume juste mon côté professionnel. Ok, excellent. Alors, première question, je crois, par rapport à ce que tu viens de nous dire, la micronutrition, en quoi ça consiste exactement par rapport à la nutrition tout court? Alors, en fait, j'explique toujours la micronutrition, vraiment apporter les aliments, les qualités nutritionnelles des aliments bruts pour répondre aux besoins de l'organisme. Donc, c'est déjà passé pour aller pouvoir être en forme, en bonne santé. C'est déjà passé par l'assiette, savoir quoi mettre dans son assiette. Au-delà de, après, compléter les médicaments, les compléments, tout ça, c'est déjà savoir quoi bien mettre dans son assiette avec les aliments qu'il faut, leur qualité nutritionnelle pour vraiment répondre aux besoins de l'organisme. D'accord. Ok. Et donc, dans le cadre, qu'est-ce qui diffère quand tu fais de l'accompagnement sur la micronutrition? Euh, Qu'est-ce qui est différent dans l'accompagnement d'un sportif versus un accompagnement pour quelqu'un qui veut, entre guillemets, juste avoir une assiette plus équilibrée au quotidien? Ben là, en fait, pour les sportifs, on va être déjà dans tout ce qui est préparation d'une épreuve sportive, dans toute la préparation, une préparation générale ou une préparation spécifique.
Là, on va vraiment être adapter l'assiette, les repas, justement, qui vont s'adapter au volume d'entraînement, au type de sport pratiqué. Si on est plutôt dans le renforcement de la masse musculaire, ou si on est plutôt dans des repas de récupération derrière des gros enchaînements de différents sports. Voilà, tout ça, enfin, je veux dire, c'est essentiel pour moi. Je dis toujours, c'est vraiment une des clés de la réussite parce que sans ça, de toute façon, le corps et les cellules ne répondent pas. Hein. On a un corps qui est c'est des milliers de systèmes d'adaptation. Le corps humain, il est fait que pour s'adapter en permanence. Il n'est pas fait pour être assis. Et pour ça, on le stimule. Et les entraînements, les sportifs, ils stimulent sans arrêt leur système d'adaptation. Et pour que les cellules répondent bien, il faut leur donner le bon carburant. C'est comme une voiture. Si on met pas le bon carburant, au bout d'un moment, ça tombe en rade. Et voilà, donc ça c'est important. Et puis après, préparer, par exemple aussi tout ce qui est stratégie nutritionnelle de course. Par exemple, quand on fait un Halsman, hein, déjà en amont, préparer de savoir pendant toutes ces heures où on va être sur le vélo, en course à pied, en sortant de la natation, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'on supporte au niveau digestif, comment on fait, combien on prend. Voilà, tout ça, c'est pas du hasard, ça se fait pas de manière aléatoire parce que ça, c'est un coup forcément à se planter, à faire une Ouais. déshydratation, à faire une hypoglycémie, ou alors le nombre de personnes qui vient me voir en me disant je comprends pas, une fois que je commence à course à pied, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Enfin voilà, et voilà, la clé, elle est là, hein, c'est la nutrition. Et donc, du coup, j'aide les sportifs à adapter toutes ces stratégies nutritionnelles de course aussi. Et puis après aussi, il y a la récup euh, qui est aussi sympa, hormis les boissons souvent locales qu'on connaît bien. On va quand même essayer d'adapter des choses pour pouvoir après enchaîner et pas trop avoir de bobos, quoi. Excellent. Ok. Voilà, ça, Et c'est pour les sportifs, il y a de quoi faire. ouais, bah, j'imagine surtout que c'est un aspect, bah, comme tu disais, crucial. Et en même temps, je sais pas à quel point, enfin, tu vas nous le dire, hein, parce que tu accompagnes des sportifs, mais j'ai l'impression que sur le plan préparation physique, bon, bah, tout le monde est au clair que quand on prépare une épreuve aussi de l'envergure de l'Alpsman, il y a évidemment une préparation physique importante. Préparation mentale, j'ai l'impression qu'on y vient un peu. Nutrition, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus avancé que la préparation mentale, mais c'est peut-être pas encore le gros focus de la plupart des gens qui se lancent sur ce type d'épreuve, non? Ouais, non, Par ça méconnaissance, en commence tout un cas, je petit pense, peu, hein. hein, mais Ouais, ouais, ça commence un peu, mais c'est encore un plan où la plupart des personnes pensent qu'ils peuvent se débrouiller. Voilà, ouais. en achetant, voilà, des produits de droite et de gauche de certains laboratoires voilà. Donc souvent c'est quand même un aspect qui passe à côté parce que on mesure pas l'importance de ce que ça peut avoir. Hmm. Enfin, moi, je le vois avec les personnes que j'ai en suivi. Hein, c'est au bout de plusieurs échecs que finalement, ils ont l'alerte en disant, bon, alors j'ai tout fait le matériel, j'ai tout fait là au niveau de la préparation, j'ai pris un coach, tout ça. Et puis finalement, ça colle toujours pas. Bon, ben, du coup, après quelques échecs, en général, ils finissent par venir me voir en disant, bon, ben, je crois qu'il n'y a plus que vous, quoi. C'est ça, Ok. ouais, pitié. Donc effectivement, et puis par contre, ils se rendent bien compte, hein, et même des personnes hein, qui sont dans la profession de la médecine, des pharmacies, et ils sont toujours scotchés en me disant, ah là, mais il n'y a pas photo, la différence, c'est incroyable. Donc c'est marquant dans le fait que oui, la considération de l'importance, elle n'est pas encore bien ancrée. Ouais. Donc c'est vrai que souvent prendre un coach, voilà, ça se fait facilement pour les séances maintenant, les entraînements, ça c'est quelque chose qui s'est énormément développé et qu'on prend en considération. Mais oui, la nutrition, ça traîne un peu, quoi. Mais justement, comment est-ce que toi, tu es arrivé dans cet univers? Ah, tout simplement parce que je me suis mise à la course à pied et puis comme j'étais très compétitrice dès le départ, j'avais pris un entraîneur, j'avais des entraînements très briefés, hein, comme on peut avoir dans course à pied, du fractionné, des séances d'allure, tout ça, et j'étais super motivée. Bon, j'étais quand même en forme et c'était terrible, j'arrivais à rien du tout. Je finissais en hypoglycémie, je finissais en marchant, donc je me disais
Là, enfin, je me disais, mais c'est pas possible. Soit vraiment, je suis archi nulle et je suis pas capable de courir, ou il y a un problème. Donc effectivement, et on m'a alerté en me disant, bah, peut-être voir ta nutrition quand même. Et voilà. Et en fait, effectivement, comme toutes les personnes que finalement je viens de dire se sont rendues compte, ben, je suis passée la première par là. Bon, ça va heureusement assez rapidement. Et dès que j'ai changé mon alimentation, bah, ça y est, il y avait pas photo. Je faisais mes séances d'entraînement, je faisais toutes les séances en entier, je les faisais correctement, je progressais très rapidement. Je suis passée très rapidement. J'ai commencé à courir. J'ai fait un semi-marathon et au bout de 6 mois, je faisais un marathon. Bon, après, j'ai toujours été très compétitrice et dans l'ultra. Donc après, voilà, j'ai vite poussé sur du 100 km et du 24 heures en course à pied. Ah oui, Euh, ok. donc, euh, je suis passée par là effectivement pour me rendre compte. C'est ce qui m'a poussée plus loin dans la connaissance et de la nutrition et aller chercher encore plus loin de voir tout ce qui se cachait là derrière, quoi. Pourquoi c'était aussi important. Ok. Super intéressant. Et ce côté compétitrice, tu dirais que ça vient d'où? Est-ce que déjà, petit, tu faisais du sport et tu avais cette volonté, tu vois, de gagner, d'être encore meilleur, etc. Ou tu l'as développé au fur et à mesure de ta pratique de la course en particulier? Oh non, c'est de tempérament. Petite, j'étais comme ça. Je faisais pas. Enfin voilà, j'ai commencé à faire du sport comme, enfin pas au collège, hein, découvrir un peu tout ce qui était compétition au collège. Et puis voilà. Après, j'ai fait un peu de hand, mais à ce moment-là, comment j'ai du handball. Après, à ce moment-là, déjà, j'étais déjà très compétitrice. Avec ce tempérament de la gagne quand même, j'ai toujours eu en Ouais, moi, quoi. Mm, excellent. mm. Par rapport à l'Alpsman, déjà, à quel moment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais partir sur une épreuve de cette envergure? Ah, alors, oula, il faut aller chercher loin. Juste pour cette épreuve, alors juste pour la semaine ou de manière générale sur ce type d'épreuve? Non, ouais, sur l'Alpsman en particulier. Ouais. Alors, juste pour la semaine en particulier, tout simplement, c'est parce que j'ai mon conjoint qui l'avait déjà fait 2 fois et qui n'avait pas tapé la cloche, donc il en avait ras-le-bol. Il s'est dit cette fois-ci, je m'entraîne à mort et on y va pour que je tape la cloche. Donc bon, du coup, je me suis dit bon ben du coup, voilà, allez, j'y vais aussi quoi. Comme ça, je t'accompagnerai quoi, du tout. Je dis je veux le faire et puis voilà quoi. Excellent. Ouais, donc la cloche, hein, le petit détail, Enfin, c'est comme c'est ça que je l'ai connu, on va dire, enfin, voilà, j'ai connu l'épreuve plutôt comme ça en me disant, je vais le faire. Mais en soi, personnellement, là, c'était pour l'accompagner, mais personnellement, c'était un objectif qui était plutôt pousser les limites, on va dire, ouais, parce que moi, j'ai eu un grave accident et j'ai un médecin un neurologue qui m'a dit, mais vous savez, Emmanuel, il faut que vous arrêtiez, il faut décrocher l'ultra distance, puisque je viens de l'ultra distance en course à pied. Hein, donc moi, c'est mon dada. Moi, courir pendant 24 heures sur un tour de 2 kilomètres, ça me dérange pas, par exemple. Faire 100 kilomètres en me promenant, ça me dérange pas du tout. En promenant, en courant. Donc j'aime l'ultra, j'aime ce que ça provoque et voilà. Je viens de là et donc avant mon accident, j'étais là-dedans et sauf qu'après, après en fait, il m'a fait comprendre que c'était plus possible, que je ne pouvais plus faire de l'ultra distance, que mon cerveau ne serait pas capable. Donc voilà, donc j'en suis arrivée à ce format-là pour me dire, ben voilà, si j'ai envie de prouver que je peux être capable encore enfin, je peux quand même faire ça, même si on m'a dit que c'était pas possible. parce que si c'est pas indiscret, quand le diagnostic a été que voilà, il fallait oublier ce type d'épreuve parce que ton cerveau serait capable, pas capable, c'est quel niveau, enfin, c'est à quel point de vue, tu vois, qui te disait que tu pourrais pas le faire? Bah, tout simplement parce que, en fait, pour dire ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident de vélo à l'entraînement et du coup, j'ai, euh, à grande vitesse, à peu près, j'étais dans les roues et j'ai fait un petit faux mouvement et
J'ai touché la roue avant d'un collègue devant. Et du coup, en fait, j'ai mis un grand coup de guidon et je suis allée me percuter de plein fouet sur la route, sur la route. Du coup, en fait, je suis tombée dans le coma. J'ai fait une hémorragie cérébrale. Donc du coup, j'ai été trépanée et en fait, on a été obligé de m'évacuer tout le sang que j'avais dans le cerveau, qui comprimait mon cerveau. Donc en fait, je suis traumatisée crânien grave. Euh, donc non anonyme. Donc du coup, j'ai été suivie par des neurologues et un cerveau qui a été traumatisé à ce point, puisque finalement, comme a dit le médecin, à 30 minutes, j'étais plus là. J'ai fait 3 jours de Ah ouais. coma. Et puis, donc du coup, comme mon cerveau, il a vraiment souffert, hein, en fait, le cerveau n'est plus capable de supporter des choses un peu dures, en fait, si vous voulez, pour vous imaginer. Tout ce qui va un peu, quand on fait du sport un peu, qu'on se pousse, hein, on a toujours ce moment où c'est dur, quoi. Il faut tenir le choc. Alors le cerveau, il Ouais, prend le relais, il dit allez, tu tiens bon, tu tiens bon. Mais voilà, par exemple, moi, maintenant, il faut savoir que mon identité fait que mon cerveau n'est plus capable de faire ça. Donc, d'accord. il est plus capable de lutter contre de la douleur trop longtemps, contre de l'effort intense. Voilà, donc si peu que j'arrive dans de l'effort intense des douleurs, en fait, c'est bien simple. Il n'y a même pas besoin d'avoir un tempérament comme le mien. De toute façon, le cerveau, c'est lui qui dirige et il met off, hein, il met le bouton off et c'est fini. Vous n'avez plus rien pour tourner les jambes. Donc, donc tout ça, c'est à gérer sur les épreuves sportives pour moi maintenant. Mais c'est pour ça que le neurologue me disait que les traumas crâniens graves ne pouvaient pas faire de trop longues distances comme ça. Que si j'arrivais un peu dans la souffrance ou dans un peu de douleur, que voilà, que c'était pas la peine, que de toute façon, j'allais me mettre de côté, quoi, mettre mon clignotant. Waouh, ok. D'accord, ouais, donc le fait de participer à une épreuve comme l'Alpsman, ça prend quand même une autre dimension, là, avec ce que tu Oui, viens oui, voilà, d'expliquer. Donc en voilà. fait, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est que tu peux toujours faire de l'ultra si tu le souhaites. Par contre, il faut que tu arrives, toi, à gérer ton effort, tes périodes de haut et de bas, etc., pour finalement jamais tomber dans des phases où ça devient douloureux et difficile mentalement, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu as très bien compris, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est une autre compétition, en fait. Comme il m'a dit, de toute façon, vous serez plus jamais la même. Alors, du coup, j'avais du mal à l'entendre de me dire que je ne serais plus jamais la même. J'acceptais pas, dans le sens où je voulais pas qu'on me dise que je pouvais plus faire de compétition, tout ça. Mais par contre, avec un peu de recul, maintenant, je commence à avoir quelques épreuves sportives. Je ne suis plus effectivement du tout la même. La compétition n'est plus la même. C'est-à-dire que ma compétition, elle est avec mon cerveau. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours le ménager. C'est-à-dire qu'aller pousser loin les choses tout en faisant en sorte que mon cerveau ne soit pas bousculé. C'est ça, en Waouh. fait, c'est tout un voyage intérieur. C'est Parce sympa, hein. que, ouais, bah, enfin, franchement, c'est fascinant et puis enfin, ça déclenche plein de questions, mais parce que très concrètement, si tu tombes, euh, si tu gères mal, tu vois, cette phase Ouais. d'effort, etc., et que tu tombes dans une période où c'est vraiment difficile et que tu t'acharnes et que tu restes là-dedans, concrètement, il se passe quoi? C'est potentiellement, tu refais un coma ou Non, perte de non. moyens, tu t'assois et plus de son, plus d'image, c'est quoi? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il va faire en sorte de couper enfin, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout d'augmentation du système cardiaque. D'accord? Donc, du coup, mon corps va être obligé de se mettre en mode, tu marches, par exemple, ou alors, le message permanent qui va me dire ça sert à rien que tu continues, faut que tu arrêtes, arrête, arrête. Voilà, je n'aurai plus de notion de motivation. D'accord. J'aurai ça, mais pour le côté physiologique, j'ai juste poussé sur du court en faisant des petites courses très rapides avec un cardio qui grimpe fort.
J'ai réussi à en faire une ou deux. À la troisième, et ben ça a bugué dans le sens où en fait d'un seul coup je pouvais plus avancer. Donc même si c'était une course de 8 kilomètres, mais comme le cerveau il a plus voulu monter le cardio, j'ai été obligée de me mettre en mode petit footing. Voilà, parce que je pouvais plus, j'ai le cardio qui montait plus rien. Donc du coup je pouvais plus pousser l'effort. Voilà. Waouh. Donc Ok. voilà, j'apprends aussi à faire avec, Ouais. hein. Euh, donc euh, voilà, j'apprends et puis du coup j'essaye de voir les petits chemins. C'est comme un labyrinthe pour voir où je peux passer et jusqu'où je peux aller, quoi. Parce que cet accident, c'était quand? C'était le 7 janvier 2021, il y a 2 ans. Ah ouais, donc c'est super récent en plus. Ouais, ouais, Ok. c'est récent, ouais, c'est pas encore complètement ouais, terminé, ouais, c'est il y a 2 ans. Mais alors attends, du coup, parce que initialement ma question ça allait être comment est-ce qu'on se prépare à l'Alpsman, enfin une épreuve en tout cas de cette envergure d'un point de vue micronutrition. Mais là j'ai plutôt envie de partir sur comment on se prépare à une épreuve comme ça en ayant été, tu disais le terme par rapport à Trauma ton crânien traumatisme. grave, c'est ça, Grave, ok. traumatisé crânien grave. Au moment où tu te dis, bon bah allez hop, j'accompagne mon conjoint sur l'épreuve, l'objectif pour lui c'est de sonner la cloche. Euh, Quelle stratégie est-ce que tu mets en place par rapport justement à toute cette zone d'incertitude sur la gestion de cette contrainte, on va dire, en tout cas de ce paramètre en plus qui est ton cerveau. Qui dit pitié, pitié, où c'est que tu m'emmènes encore? C'est ça, en gros c'est ça. Déjà, comme je disais, il faut quand même faut que j'ai ma source de motivation, que je trouve une source de motivation qui ne soit pas trop exigeante. Hmm. C'est important et j'arrive à bien placer l'objectif et ce que je souhaite. On va dire que ça se peaufine, ça s'ajuste au fur et à mesure de l'entraînement parce que je suis vraiment du coup très centrée sur moi-même, beaucoup en introspection. Je suis toujours en micro-analyse permanente pour voir un peu hein, quand on teste les ordis, tout ça, je suis toujours obligée d'être un petit peu en ressenti, de tester un peu comment je suis pour voir comment j'avance, hein, pour pas avoir. Il y a bien une chose que je déteste, c'est avoir des regrets. Donc, je ne veux jamais avoir de regrets. Donc, du coup, j'avance au fur et à mesure avec ce que je ressens. Ça, c'est important pour fixer les bons objectifs et pas avoir de regrets et pas être déçu. Tout se fait comme ça. Donc du coup, effectivement, je peux pas partir en disant ça va se passer comme ça sera comme ça sera comme ça. C'est vraiment, je planifie parce que j'ai besoin. Hein, il faut que j'ai besoin de planifier. Bon, déjà pour mon timing et mon planning professionnel, si je planifie pas, c'est mort, je peux rien faire. Donc je planifie et puis après, je vois comme je me sens au fur et à mesure. Voilà, j'essaye d'avancer avec des atouts déjà avec une coach qui m'entraîne et qui m'entraînait déjà avant l'accident et donc depuis donc elle me connaît bien et du coup on essaye enfin c'est pas qu'on essaye, on adapte au fur et à mesure et puis elle adapte très bien et puis cette année comme j'ai pas mal d'objectifs sur le plan professionnel et sportif, je fais de la sophrologie aussi pour essayer vraiment d'aller tempérer un peu tout ce qui peut se passer en haut et en bas pour bien gérer. Voilà, donc j'ai fait toute la préparation au fur et à mesure comme ça, avec l'aide de ma coach, avec ma sophrologue, et puis en étant toujours sur mes sensations, en disant ah là non, là ça va pas, je le sens pas comme ça, je pourrais pas le faire comme ça, et voilà. Donc il faut savoir servir des qualités professionnelles des autres, plus son introspection, on arrive à quelque chose de pas trop mal. Hmm. Et donc, ça veut dire qu'à l'entraînement, est-ce que tu as quand même pu te faire des blocs d'intensité, s'ils sont relativement courts en termes de, tu vois, de durée, ou est-ce que justement, comme il faut éviter absolument ces phases de souffrance entre guillemets mentale, t'as fait que de la basse à moyenne intensité pour toute ta préparation? Ben non, en fait, je fais beaucoup de volume en général.
Enfin, beaucoup de volume, hein. Dans les phases, je respecte les phases d'entraînement, hein, progressives, en montée progressive, et puis après une redescente jusqu'à l'épreuve à partir de 3 semaines avant. Ça, tout est respecté. La seule chose, c'est non, en entraînement, j'ai je pousse quand même en termes de fatigue. En fait, comme je disais, hein, de toute façon, le corps, c'est des milliers de systèmes d'adaptation. Donc là, j'essaye de recréer un peu d'adaptation au fur et à mesure, en fait, de bousculer un petit peu mon cerveau à la juste bonne limite. Hmm. Voilà. Et quand je vois que je suis trop fatiguée, ben du coup, je lève le pied, je m'écoute. Voilà, quelqu'un qui va récupérer rapidement. En 2 jours, ben moi, j'ai vu qu'il y avait les périodes, les gros blocs d'entraînement. Ben, j'ai eu du mal à les digérer. Je vois, j'étais quand même bien fatiguée, donc j'ai pris plus de jours pour récupérer. J'ai retiré des jours où j'avais des séances d'entraînement. Voilà. Mais par contre, ça m'a aidé, en tout cas, à rendre plus résistant, en fait, à donner de la résistance à l'effort, enfin, à la fatigue, on va dire, à mon cerveau, quoi. Ok. Et ta préparation en global a duré combien de temps? 3 mois. Ah ouais, mais c'est super court. Bah ouais, mais bon, je fais tellement de trucs. Ouais. En fait, là, ouais, c'était cette année, bah, avec mes 2 cabinets à faire tourner, mes fonctions à côté. Puis en plus, j'ai repris une année d'études cette année. Donc, j'ai un mémoire et tout à passer, j'ai des cas cliniques à faire. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de me mettre plus en amont sur la préparation. Donc 3 mois, c'était bien, quoi. Punaise, c'est vraiment impressionnant vu le chrono que tu as fait et puis surtout vu comment tu as fini. Ouais, puis en plus, comme j'avais fait un peu que de la course à pied cet hiver, je me suis fait malheureusement en refaisant un peu trop de fractionnés. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis là, je me suis dit, allez, je refais un peu de course à pied. Mes vieux démons sont réapparus. Et du coup, je me suis fait une déchirure d'ischio. Donc, du coup, mais je voulais quand même m'entraîner et quand même faire la semaine. De toute façon, il est hors de question que j'abandonne. Donc, du coup, j'ai fait la prépa de 3 mois, mais j'ai pas couru pendant 2 mois du tout, en fait. J'ai fait aucune course à Ah pied. ouais, J'ai rattaqué d'accord. il y a un mois et demi. J'ai refait un peu de footing avant l'épreuve, c'est tout. Oh punaise. Ok, mais du coup en termes de foncier, t'étais quand même entraîné avant d'attaquer ta prépa sur 3 mois? Oui, bah bon, on va dire que moi, je suis quelqu'un de toujours entraîné. Finalement, je fais Ouais. toujours un peu de sport, hein. Je sais pas. Le sport, enfin voilà, c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Comme on va manger, comme on va dormir. Et ben moi, c'est pareil. Je mangeais, je vais dormir, je fais un peu de sport. Ça fait partie de ma vie. Donc après, je fais en fonction de mes envies. Ouais, cet hiver, je me suis dit, allez, je vais refaire un petit peu de petites courses rapides. Voilà, mais je me suis retentée un peu, mais voilà, pas longtemps. Ok. Et avec toutes les activités entre lesquelles tu dois jongler, sur ces 3 mois par exemple, comment est-ce que tu étais organisé en termes de volume d'entraînement, etc. Une semaine type, il y en a une, ça ressemblait à quoi? Ben en gros, c'est entre en moyenne 10 à 14 heures par semaine. Et puis, je suis allée faire 2 semaines sur le lieu, sur Annecy, en entraînement, où j'ai fait 20 heures et 26 heures. Ah ouais, ouais, donc quand même du costaud, ouais. Ok, Voilà, ok. pour aller. Ouais, donc Excellent. ben voilà, j'étais sur place et j'avais pris du temps Ouais, que pour ça. Comme j'avais eu effectivement, bon voilà, après c'est la première fois que je faisais ça. Bon voilà, je pense qu'il y a des choses peut-être qu'il faudrait modifier, mais du coup je me suis fait 2 grosses semaines pour vraiment sur place faire. Bon, parce que j'habite à Reims, hein, donc ici nous cherchons l'école de montagne. Donc, je crois que sinon, les petites côtes, elles doivent faire peut-être 800 mètres. Donc, j'étais obligée d'aller un peu en montagne quand même, hein, ouais. pour pouvoir m'occuper de ça et puis pouvoir opérer, puis pratiquer. Donc oui, j'y suis allée que pour ça. Donc, je faisais que ça, hein, de la piscine, des sorties de vélo de 6 heures. Enfin, voilà. Ouais, les petits blocs chocs Oui, en ouais, prépa. ouais. Ok.
Et d'un point de vue micronutrition, alors, comment est-ce que ça se passe quand tu prends un dossard pour une épreuve comme ça? C'est quoi un peu les grandes étapes par lesquelles tu passes pour définir ta stratégie micronutritionnelle? Sur la préparation ou sur Bah, l'épreuve? au global, la préparation et même, enfin, surtout l'épreuve, je pense que, comme tu le disais, tu vois, c'est que c'est quand même un volet qui est peut-être pas suffisamment pris en compte. Et je compte plus le nombre de personnes que je croise qui me disent que sur la course à pied, ils ont eu des problèmes gastriques, gros hipo, Mm. etc. Donc je Mm. pense qu'il y aura plein de choses très intéressantes Ah oui, bah c'est que sûr, tu oui. pourras nous raconter sur cette partie-là. Ouais, bah après en préparation, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, le tout c'est quand même c'est d'éviter de se blesser. Bon, moi je me suis blessée avant la prépa, mais le tout c'était de faire en sorte de bien se réparer et de pas se blesser de manière supplémentaire pour pouvoir mettre le dossard le jour J et de pouvoir Ouais. aller jusqu'au bout et de pouvoir courir. Et en fait, voilà, j'étais guérie, on va dire, un mois avant l'épreuve. En faisant en faisant beaucoup de vélo, même si ça sollicite l'ischio, les insertions, ça a été. Donc c'est bah, forcément, je fais quand même de manière générale attention à ce que je mange, ce que je mets dans mon assiette, par envie, par besoin et par goût. Donc ça c'est du quotidien quand même, à essayer d'appliquer beaucoup de règles nutritionnelles au quotidien justement pour pas mettre à néant tous les entraînements. Euh, donc il y a toute cette notion là qui est importante. C'est assez naturel maintenant chez moi, ça fait partie de moi comme le sport, donc c'est pas gênant. Après, j'ai aussi un côté, je sais que après quand je dis ça, quand on ne connaît pas, des fois les personnes ils se disent ah ouais c'est quelqu'un d'hyper strict et tout ça, alors que pas du tout. Je suis contre tous les excès, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je suis très épicurienne. Donc j'aime bien des bons repas, j'aime bien les bons restaurants, j'aime bien boire du bon vin rouge avec modération. Voilà, parce que pour moi, voilà, je suis pas au championnat du monde, je suis pas sportive de haut niveau. Je pense qu'il y a un côté psychologique qui est à prendre en compte parce que si on veut réussir, on a aussi besoin de cette soupape là. Et une fatigue psychologique, si on s'impose trop de choses, c'est vraiment hyper insidieux. Ouais. Donc, il faut toujours laisser un peu de soupape. Et je croise aussi en nutrition, beaucoup de sportifs, voilà, qui s'infligent des fois tellement de choses qu'au bout d'un moment, bah, ils n'arrivent plus du tout à s'entraîner. Mais c'est même pas seulement un plan physique, c'est un plan psychologique. Donc, comme j'ai aussi ce côté-là épicurienne, j'ai besoin aussi d'avoir des petits lâcher prise et de pas être toujours maintenu à des choses très strictes. Voilà. Ça, c'est ma manière de faire, de voir les choses et de les prendre en considération. Euh, et puis après, ben, sur toutes les séances d'entraînement, enfin sur les séances d'entraînement spécifiques, les sorties longues, le but c'est d'aller pratiquer tout comme le jour J pour que j'ai pas à avoir à faire le jour J de la course, ne pas avoir à réfléchir qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais le supporter, est-ce que je vais pas avoir mal au ventre, combien j'en prends, voilà tout ce qui va gâcher complètement une course. Moi je fais tout en préparation matérielle, je pars faire une sortie longue en vélo, je fais tout comme si c'était le jour J Ok. ou presque, hein, des fois. Donc du coup, j'ai évité ce genre de surprise le jour J on a besoin d'éviter. Hein. Tout ce qui peut être préparé, de toute manière, il faut que ça soit préparé. Et le système digestif a aussi une entraînabilité. Et donc ça, c'est important aussi. Ouais, très bon point. C'est vrai que je crois que c'est une des premières choses qu'on m'a, parmi les nombreux tips qu'on donne à celles et ceux, tu vois, qui se lancent dans une discipline. Je crois que la nutrition sur le triathlon, c'est peut-être un des premiers trucs qu'on m'a dit de surtout jamais tester de nouveaux gels, de nouveaux produits, de nouvelles fréquences d'alimentation le jour de l'épreuve, qu'il fallait absolument Ah tout oui, oui. tester et roder avant. Ouais, parce que ça, ça c'est mettre, c'est ruiner des fois 3 mois d'entraînement. Hein. Ouais, ouais. C'est dommage. Bah ouais, clairement, ouais, 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 clairement. Mais du coup, toi, dans ton cas, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, que voilà, dans l'armée, il dirait, tu drills, tu D'accord. répètes, tu vois, toutes ces habitudes alimentaires, etc., à l'entraînement.
concrètement, tu avais quoi comme stratégie? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la natation, est-ce que tu as tout de suite mangé à la sortie de l'eau? Est-ce que, même si j'imagine que la, la stratégie est différente, enfin, il y a autant de stratégies d'alimentation qu'il y a d'athlètes, bien mais toi, sûr. dans ton cas, toi, pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que tu as mis en place, ça ressemblait à quoi le jour de l'Alpsman? Bah déjà, enfin, à partir du moment où je sors de la natation, je m'hydrate dès le début parce que souvent, comme des fois on a eu un peu froid ou on se rend pas forcément compte, mais déjà dès le départ, on commence à taper dans les réserves hydriques. Hein, Ouais, donc dès le départ, moi je commence à m'hydrater. Moi je fonctionne qu'avec de la boisson d'effort qui n'est pas trop blindée en dosage au 100 grammes de sucre pour que ça soit facilement tolérable et que ça soit assimilé progressivement. Je m'hydrate très souvent en petite quantité, justement pour laisser le temps à mes muqueuses d'absorber tout le glucose petit à petit sans lui créer d'inflammation. Aussitôt que je monte sur le vélo, donc je continue de m'hydrater, ça de toute façon tout le temps. Je bois à peu près 600 millilitres par heure. ok, ah ouais, quand Euh, même. et puis, à peu près, je fais entre une demi enfin, ouais, je fais une demi-barre à trois quarts, à peu près les barres classiques. Je prends des barres de naturelles d'aliments crus. Hein. Donc comme ça, ils sont peu modifiés. Donc comme ça, je sais qu'au moins les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il y a dedans, mon organisme peut en bénéficier parce que souvent il y a des choses qui sont tellement modifiées que, à part du sucre, il n'y a plus grand-chose dedans. Ouais, Faut savoir qu'il faut quand même que c'est important d'avoir des vitamines du groupe B quand on veut assimiler le glucose, que si on prend du sucre pur, on ne va pas l'assimiler et on va créer de l'inflammation. Il faut savoir qu'avec 500 millilitres d'hydratation par heure, on ne compense pas toutes les pertes non plus. Donc s'il fait chaud, il faut faire au moins 600. Euh, voilà, donc il y a tout un tas de petits trucs comme ça, mais voilà, moi je prenais à peu près des petits morceaux de barre que j'avais préparés à l'avance, qui étaient placés facilement. J'avais repéré les deux endroits où j'allais me ravitailler mes deux grands bidons. Et comme je suis un peu sensible à la chaleur, même s'il fait pas trop chaud pour moi, il fait vite chaud. J'avais mis tout de suite, avant de partir sur le vélo, un petit bidon juste d'eau pure dans mon dos. Et puis comme ça, je m'arrosais avec un peu d'eau régulièrement la nuque, hein, la centrale thermique, pour être sûr que mon cardio il monte pas trop. Hein, toujours dans la gestion du cardio, pas trop faire d'efforts, pas monter le cardio, pas trop forcer. Comme ça, au moins, je me mettais un peu d'eau régulièrement. Avant des descentes, ça me faisait des courants d'air. Et puis, du coup, je savais que ma température de corps, elle montait pas trop. ok. Parce qu'en termes de cardio, tu avais une sorte de fourchette dans laquelle il fallait que tu restes en permanence? Alors ma fourchette, elle est dans ma tête. En fait, je me connais tellement par cœur. J'ai toujours été tellement en introspection. Maintenant, je me connais très bien. Et du coup, j'ai pas besoin C'est de plus au cardio en fait. ressenti, ouais, c'est au ressenti plus qu'au cardio fréquence Oui, mètre, quoi. oui, exactement. Je pense que D'accord, même si je devais donner des chiffres, je crois que j'en serais vraiment pas loin. d'accord, ok, ok, ok. Super intéressant. Sur la partie nutrition, est-ce que, enfin, quel est ton avis du coup sur les bars, les boissons, etc., qui sont justement assez pauvres en glucose? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un intérêt à prendre des produits sur ce type d'épreuve qui soient des produits plutôt gras que sucrés? Bon, alors après, tout va dépendre, là encore une fois de plus, des athlètes. Hein. Ouais, Et il y en a qui fonctionnent plutôt avec des choses peu sucrées et plus de matière grasse. Moi, je conseille ça vraiment quand la personne, elle est habituée à s'entraîner avec une nutrition qui est vraiment adaptée et ciblée dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est entraîné à faire fonctionner sa filière lipidique à bloc et qui travaille énormément comme ça, du coup, il travaille, en fait, il fonctionne énormément, en pratiquement aux trois quarts sur sa filière lipidique, sachant lipidique, hein, les graisses,
sachant qu'on ne peut pas éviter, de toute manière, on est obligé, hein, musculairement parlant, on a besoin de muscles, on a besoin de glucides. Donc, on est obligé d'avoir un minimum d'apport en sucre, ça c'est sûr. Euh, donc, c'est faisable dans ce sens-là, mais c'est pas vraiment la majorité des cas. Ouais. Faut que ça soit fait à l'entraînement avec des séances d'entraînement spécifiques où là vraiment on va être, par exemple sur des séances, pas mal de séances à jeun, hein, où là on va vraiment faire fonctionner sa filière lipidique et puis adapter son régime aussi au quotidien. Voilà, je le vois très peu et il faut que ça soit vraiment bien fait et que ça soit sur le plan nutritionnel et sportif. Ouais. Donc bon, voilà, c'est plus délicat. Ouais, Et puis il faut que j'allais ça te soit vraiment demander. des sportifs aguerris quand même. Ouais, ouais. Bah, c'est ce que j'allais te demander, ouais, si c'était réaliste d'avoir un régime donc plutôt tu vois, lipidique à l'entraînement, mais sans que ce soit sans avoir dans la vie de tous les jours une alimentation tu vois, plutôt type régime cétogène. Euh, mais tu Ouais, sembles dire qu'en fait il faut les deux, quoi. ouais, ouais, pour Ça moi, va de il faut pair. les deux. On peut pas trop dissocier parce que si on fait fonctionner de toute façon que sa filière lipidique à l'entraînement, le jour J, forcément, on va l'interpeller. Mais dans ces cas-là, si on met des glucides, faut pas que ça soit trop élevé parce que c'est comme tout. Je disais, le système digestif, il a une entraînabilité, hein. Donc, si Ouais. d'un seul coup on le blinde de sucre alors qu'au quotidien on est au cétogène et qu'on fait des filières lipidiques à l'entraînement, bah là, en fait, ça crée une grosse inflammation digestive, hein, et au niveau des muqueuses. Et puis, bah là, patatrac, quoi. Ouais, ouais. Je te posais la question parce que j'ai eu un invité il y a pas très longtemps. C'était un échange passionnant. Je suis pas trop calé sur les sujets de nutrition, mais à tort, hein, d'ailleurs, hein, parce que voilà, je pense que On peut c'est pas juste tout savoir. ouais, c'est clair. Mais bon, quand même, je pense que c'est vraiment un sujet hyper important, pas seulement sur la partie performance, mais aussi bien-être, récupération, etc. Mais bref, j'ai eu un invité, Olivier Maria, qui lui est donc un athlète amateur, mais céto-adapté. Donc, c'est-à-dire Ouais, qu'il a entraîné son organisme, ouais, et j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, à avoir une consommation donc lipidique, donc en gros, on va dire plutôt de gras que de sucre. ouais. Et en fait, il m'avait partagé un chiffre qui, moi, m'avait vraiment interpellé. Donc, il fait plutôt de l'ultra, on va dire, vélo. Il a fait la Race Cross France, par exemple, tu vois, donc Ouais, ouais. 2500 km, Race Cross Belgium, voilà. Euh, et Je vois le bien. chiffre qu'il avait partagé, c'était qu'en fait, les réserves glucidiques qu'on a représentent à peu près 2500 calories. Donc Mhm. sur un effort long comme l'Alpsman, bah, voilà, t'as vite quand même tout pompé, alors que les Mhm. réserves lipidiques seraient plutôt entre 90 et 150 000 calories. Mhm. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh punaise, ah ouais, mais là, je vois tout de suite l'intérêt en termes de gestion de l'effort, surtout de l'effort long. Euh, et donc, voilà, on en avait bien discuté. Lui, il semblait dire que c'était quand même assez contraignant, les régimes cétogènes au quotidien. Complètement. Ouais. Donc c'est voilà, c'est ce qui m'avait un petit peu freiné, mais du coup, je me demandais si ça, mais visiblement non, si ça semblait réaliste, tu vois, d'être en mode plutôt cétogène à l'entraînement, et donc voilà, se préparer pour être en mode cétogène le jour J, et sans nécessairement suivre un régime cétogène, on va dire hors entraînement, hors récup, etc. Mais D'accord. tu sembles dire que Ben, lui, je pense que de toute façon, lui, il était en régime cétogène, même au ouais, lui il était quotidien. en full, ouais, tout Hein, le temps, ouais, full. ouais, Ouais, donc si on veut que ça fonctionne, de toute manière, et pour lui, ça devait bien fonctionner, c'est primordial. Après, bien entendu, selon le niveau et ce qu'on pratique, tout va changer parce que on va préparer quand même en filière lipidique l'organisme pour certaines épreuves. De toute façon, tous ceux qui font du long, je leur dis toujours, moi je suis pas coach, hein, mais je dis toujours si vous préparez du long, de toute manière, il faut toujours faire fonctionner la filière lipidique. En gros, si on la fait pas fonctionner, le corps ne sait pas s'en servir. Alors je schématise, mais c'est ah ça. ouais, ok, C'est-à-dire que si vous faites un marathon, que vous mangez généralement très sucré et que vous êtes plutôt sur des filières d'entraînement glucidiques, ben, ça risque, quand ça va commencer à piocher, parce que de toute manière, on n'arrive jamais à tout compenser sur des efforts longs, et bien quand ça va commencer à piocher, ben, le corps, en fait, il ne saura pas aller chercher les glucides, les lipides. Il ne saura pas utiliser cette filière-là. Il l'a, hein, sauf qu'il ne sait pas l'utiliser. Donc, ça va tomber en rade. d'accord.
hein. En gros, c'est ça. Hop, il n'y a pas de chemin de créer, donc hop, c'est la rade. Alors que celui qui apprend à son corps à l'utiliser en faisant du à jeun sur longue distance, à des allures cardio-respiratoires en aisance, hein, parce que à partir du moment où on commence à augmenter la fréquence cardio-respiratoire, on augmente le rythme cardiaque, le cœur est un muscle, il a besoin de sucre. Donc ça ne va pas. Si on veut faire fonctionner le lipidique, il faut faire du cool. Et donc là, si on lui montre le chemin, et ben quand sur le long, il va des fois un peu taper dans les réserves, et ben il va savoir prendre dans les réserves en lipides. Voilà. Faut lui apprendre. En fait, Ok. le corps, c'est des milliards de systèmes d'adaptation. Faut le stimuler, toujours le stimuler, et il saura comment faire, il saura s'adapter. C'est hyper intéressant parce qu'en gros, du coup, c'est un argument de plus pour l'approche cétogène. Parce que même si t'es pas. C'est-à-dire que même si tu attaques, par exemple, admettons l'Alpsman, tu vois, qui est une épreuve, bon, toi tu as mis 15 heures, il y en a qui mettent plus que ça, bien plus que ça. Euh, si tu commences, on va dire que tu commences ta journée, tu sors de l'eau, tu commences à t'alimenter, etc. Si là tu es en mode apport glucidique, donc plutôt du sucré, mais qu'au cours de la journée, bah, ça suffit plus. Même si tu as commencé la journée avec un apport plutôt en glucides, ton corps il est quand même capable d'aller piocher dans le lipide, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ben, en fait, c'est mon cas. Parce que moi, j'apprends à mon corps à s'en servir, sauf que moi, je suis un peu trop épicurienne pour me dire je suis cancétogène. C'est pas possible. Donc, moi, je m'inflige pas ça. Voilà, ça c'est des choses un peu extrêmes pour moi qui entraînent aussi à long terme des conséquences sur l'organisme. Le corps, il n'aime pas toutes les choses extrêmes. Il arrive un moment, on n'est pas ultra trailer toute sa vie. Et Ouais. le corps, il aura tendance à se venger. Donc, moi, je garde mon petit côté épicurienne hein, qui aime bien manger ses petites chouquettes de temps en temps au sucre et apprendre en même temps à mon organisme à faire fonctionner le lipidique. Voilà, donc du coup, je gère mon alimentation comme ça, c'est-à-dire que je prends une boisson qui n'est pas blindée de sucre pour pas avoir mal au ventre. Par contre, en alimentation, je prends des sucres, mais voilà, plutôt des sucres naturels avec des barres qui sont non transformées. Mais je suis pas dans le cétogène, je suis pas dans le lipidique. Mais par contre, je ne tombe jamais en rade. Jamais, jamais. D'accord. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est de tomber en rate d'énergie. De plus avoir de jambes, je sais, j'ai jamais eu ça. Sur un marathon, j'ai jamais eu le mur. Voilà. Donc ça veut dire que mon organisme sait prendre les réserves là où il faut. L'année dernière, j'ai fait une épreuve de 17h30. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu coup de barre, j'ai pas été des jambes musculairement fatiguées. Je, Tout est une question d'apprentissage, son corps et voilà. Et donc du coup, une personne comme tu as eu la dernière fois, ben lui, il vaut mieux qu'il évite de prendre trop de sucre parce qu'effectivement, sinon, ça va lui faire un double effet sur l'épreuve. Et par Ouais. contre, il va pouvoir aller loin sur ses filières lipidiques. Et c'est vrai qu'elles sont énormes, ces réserves. Et c'est vrai, les chiffres qu'il a donnés, c'est vrai. Et du coup, je mettrais même cette petite remarque-là. Il y a souvent quand même des différences sur les performances hommes et femmes hein, sur les distances, les courtes distances, sur le vélo, voilà forcément, hein, normal, physiologiquement parlant, musculairement parlant. Sauf que plus on se rapproche des extrêmes distances et des longues distances, des ultra distances, c'est là qu'en fait on va voir énormément de femmes Ouais. qui vont prendre les devants, qui vont être sur des podiums scratch, qui vont gagner des courses devant les hommes, parce que, et ben voilà, si ça peut vous rassurer, les femmes, on a un peu plus de gras que les hommes, et ben c'est super positif, ça nous sert à quelque chose. Ouais. Ouais, j'avais déjà lu des articles sur ça, justement, sur une différence dans les performances qui se réduit entre hommes et femmes plus les distances s'allongent, voire même un inversement, Ouais. enfin, dans pas mal de cas, un inversement, c'est-à-dire que les femmes ont des bien meilleures performances que les hommes sur du long. Super Ben, intéressant. c'est une des raisons aussi, c'est pas la seule bien entendu, mais ça fait partie. Ouais, ouais, ok. Oh là là, c'est passionnant ce sujet. J'avais pas prévu qu'on parle autant de Ben nutrition, mais oui, ben j'en oui. profite comme j'ai pas souvent des spécialistes sur le sujet. Mais bon, revenons-en à ton Alpsman. Oui, Euh, donc tu disais que voilà, tu as commencé à t'alimenter dès la sortie de la natation. oui. Natation, donc pour rappel, le départ 5h30 au milieu du lac. Donc il fait encore nuit, hein, si j'en crois les photos.
Déjà, Oui, toi, à alors ce on avait une moment-là, petite lueur hein, quand même. petite lueur, ok. Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit quand tu te retrouves sur le bateau, au milieu du lac, que tu sais que voilà, tu t'apprêtes à prendre le départ d'une longue, longue journée, tu te sens comment? Bah, je me sens plutôt bien. J'étais pas trop stressée, un peu, mais pas plus que ça. Et puis quand c'est comme ça, je suis plutôt à lever le nez et puis à regarder, voilà, à regarder le lever du soleil, les montagnes. Et j'ai toujours un message de toute manière. Euh, Depuis 2 ans, j'ai un seul message en tête, c'est regarde tout ce qui t'entoure, regarde où tu es, regarde le chemin parcouru, la chance que tu as d'être là. C'est Hmm. euh, c'est exactement tout ce que je me dis à chaque fois. Si je rentre, même si je rentre pas dans des efforts intenses, j'ai toujours ce réflexe maintenant de lever le nez et de me dire regarde la chance que tu as d'être là et d'être là, d'avoir tes proches qui sont là, de pouvoir faire ça. Et donc en fait, voilà, c'est 15 heures, ça passe en claquant des doigts quoi, quand c'est comme ça. Ouais, ouais. Donc voilà, après, je me suis un petit peu échauffée parce que ça caillait un petit peu. Parce que Quand même, Loïc, faut, t'as combien là? À 5h30? je sais plus, je crois que c'était 16 ou 17, 17 peut-être, je sais pas, j'ai pas Ouais, demandé. ça va, ouais, ouais. Non, ça va, ça va. Ça va, ouais, J'ai ouais. fait pire. Ok, donc sortie de l'eau en combien de temps du coup t'as en tête tes temps à chaque fois Ouais, par ouais, 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 je me suis dit, ah là, là, mais j'ai nagé comme une baleine, je me suis traînée, hein. Alors en fait, pour me rassurer, on m'a dit il y avait plus que prévu, parce que normalement on devait faire 3008. Et en fait, je suis sortie en 1h33. Donc je me suis dit, ouh là là, mais tu t'es perdu dans le lac. Voilà. Alors après, tout le monde avait un peu plus de 4000 mètres en natation, Ah, quand même, ouais. Ok. donc voilà, donc c'est pas grave. Moi, j'ai pas mis la distance, donc je sais pas combien j'ai fait, hein, je m'en fiche. Mais du coup, ça va me rassurer un peu en me disant parce que je me suis dit, en sortant, je me suis dit, oh là là, voyons, en 15 jours de temps, t'as vraiment régressé en natation. Voilà. Non, je suis pas une nageuse. Moi, j'ai appris à nager. Je ne savais pas nager du tout il y a 3 ans en fait. Il y a 3 ans, j'ai commencé le triathlon il y a 3 ans. Je savais pas nager, donc je savais pas Oh, respirer, punaise. je savais rien faire, je suis pas une voilà, je suis pas une grande nageuse. Bon, comme je suis plutôt sportive, bah, du coup j'ai quand même progressé de Ouais. manière à faire aujourd'hui 4000 mètres sans trop d'efforts, mais voilà, on peut pas dire. De toute façon, les nageurs, ils sont nageurs depuis jeunes. On n'est jamais après, on faut pas rêver, on n'est pas grand nageur. Mais Hmm. voilà, je suis sortie en 1h33. Excellent. Et la partie vélo, est-ce qu'il y avait, parce que là j'allais te demander comment tu avais enchaîné, tu vois, mentalement, parce que la natation, d'un point de vue cardiaque, en tout cas, tu vois, première épreuve du triathlon, etc., tu te mets peut-être pas dans le rouge à ce moment-là. Mais j'allais te dire sur la partie vélo, peut-être un peu plus. Mais est-ce qu'il y avait une des deux épreuves, vélo, course à pied, sur laquelle tu savais qu'il fallait être particulièrement vigilante par rapport au cardio, la gestion de l'effort? Ouais, bah, surtout le vélo. En fait, Ouais, j'avais un peu peur de la chaleur. J'avais peur que j'y suis hyper sensible et aussitôt un peu chaud, comme je te disais, tout de suite j'ai le cardio qui grimpe. Et moi, il était hors de question que je fasse une épreuve où j'allais souffrir. Mon cerveau, de toute manière, refuse, donc c'était hors de question. Donc, du coup, j'ai plutôt levé le pied sur le vélo. Je me suis dit, bon, je vais gérer. C'est pour ça que j'avais prévu ma petite fiole d'eau là pour m'arroser la nuque. ouais, Et puis, du coup, j'ai plutôt été prudente sur le vélo. Je dirais même un peu très prudente. ok. Voilà. Ok. Ouais, Donc, parce que bon, ce qui me gênait pas, hein, en gros, qui gêne jamais mon cerveau quand je suis très prudente, il est très content, il est ravi. Euh, donc voilà, donc en gros, pour moi, enfin voilà, j'ai fait une promenade vélo, quoi. Ok. Bon, promenade de 180 bornes et 4000 de dénivelé. Mais Ouais, bon ok, après voilà, c'était top, j'ai admiré, j'ai trouvé que c'était beau, tout était ouais, beau. J'avais toute ma famille qui était là sur les routes, à tous les points, mes filles, mes amis, voilà, beaucoup d'amis et tout. Donc du coup en fait, je me suis vraiment centrée sur ça, je me suis éclatée avec ça et voilà. Mais oui, donc du coup j'ai géré vraiment le cardio sur le vélo. ouais. Et puis, de toute façon, après la course à pied, je savais que j'allais peut-être avoir un peu chaud, mais que j'allais pareil, j'allais gérer. La course à pied, je dirais,
c'est en moi, hein, parce que je cours enfin pas de petite, mais je me suis mise à la course à pied tard, mais ça fait 14 ans que je fais de la course à pied, donc ça me gêne pas, j'ai pas peur enfin, courir, enfin, je me pose pas de questions. Le Ouais. vélo, je savais qu'il fallait vraiment que je gère pour pas souffrir après. Ok. En plus, n'ayant presque pas d'entraînement en course à pied. Voilà. Et donc le vélo, je ne fais pas habituellement un focus sur les chronos de mes invités, etc. Mais bon, vu l'épreuve, l'enchaînement, etc., je pensais intéressant que les gens se rendent un petit peu compte. Le vélo, tu as mis combien de temps pour faire ces 180 bornes et 4000 de dénivelé? Moi, j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis 8h30. 8h30, ok, donc là on est déjà à 9h, on est déjà à 10h, donc ok. Donc toi, l'objectif initial, donc pour ton conjoint, tu le disais, c'était d'aller chercher la cloche. Ouais. Donc pour rappel à tous les participantes qui arrivent au 24e kilomètre, c'est ça, de la course à pied? 25. 25e kilomètre de la course à Ouais, pied ouais. avant 17h ont le droit de sonner une cloche. Et en fait, quand ils sonnent cette 17h30. C'est 12 heures de course, 17h30, en fait. Ouais, ah comme oui, on c'est part à ça, oui, c'est ça. 5h30 le matin, 12 heures de course, c'est 12h, ouais. 17h30. Ok, Donc à 17h30, tapante, avant, faut passer avant. faut passer avant. Et donc, ceux qui passent avant peuvent Monter au faire Cévenot. sonner le gong. Et du coup, Ouais. terminer l'épreuve par une ascension d'un sommet qui s'appelle le Semnose. Ouais. Et donc, ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle les top finishers. Et les autres qui n'arrivent pas au 25e kilomètre après 12 heures d'épreuve, finissent en faisant des tours de lac. C'est ça, hein. Et voilà. Et qui sont lake finisher. Lake finisher, exactement. Et donc toi, Quand tu avais même. un objectif par rapport à cette barrière horaire ou pas forcément? Je l'avais noté en tête. Après, j'étais trop juste. Je savais que sur les entraînements, j'étais trop juste pour passer. Ok, Donc du coup, en fait, j'ai dit je vais voir. Et quand j'ai vu que je sortais à 1h33 de nat, en fait, tout de suite, je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je me mette la misère sur le vélo. Il fait ouais, chaud. Il va falloir que je me mette la misère en course à pied derrière, avoir tapé, enfin, fort sur le vélo par rapport à ce que je faisais à l'entraînement. Donc, en fait, ça tout de suite, comme je te disais tout à l'heure, hein, mon cerveau, il a vite fait le calcul. ouais, ouais. Il a dit, Niette, non, tu Ok, n'y arriveras pas. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, on va profiter d'être là, de faire ça, et on va aller au bout proprement, sans douleur, sans bobo, pour enchaîner derrière. excellent. Voilà. Donc c'était parfait et voilà. Alors après je sais que voilà, c'est adapté à moi. Tout le monde ne comprend pas forcément cette démarche-là. Parce que bon voilà, comme je fais quand même beaucoup de sport, voilà, des fois ça m'arrive de faire quand même des trucs pas trop mal, sportivement parlant. Donc j'ai participé au premier championnat du monde de gravel en Italie Excellent, au ok. mois d'octobre. Voilà, ça a été la reprise de vélo après l'accident. J'ai acheté un gravel sur ma convalescence. Ça a été mon combat contre la mort. J'ai acheté un gravel. Et du coup, je me suis entraînée et je suis allée faire les premières sélections à Millau l'année dernière. Et puis, j'ai gagné dans ma catégorie. Donc, j'ai été propulsée avec le maillot de la France en Italie au Génial. premier Ah championnat punaise, je du. savais pas ça. Ouais, c'est géant, c'est un truc qui m'est tombé dessus, j'ai pas compris, mais du coup c'était super sympa, rigolo. Enfin, j'ai vécu ça au milieu des, voilà, une amatrice qui a débarqué au milieu des grands, quoi. Bon, ils ont été très grands hein, sur le parcours et c'est là que j'ai vu que j'étais pas cycliste, hein. Mais mais c'était génial de le vivre de l'intérieur. Ouais. Et voilà, donc je suis quand même sportive et voilà. Mais donc du coup, j'en ai plusieurs qui m'ont dit, voilà, mais si t'avais poussé un peu plus, t'aurais pu taper la cloche. Ou alors, il y en a même, j'ai même eu quelqu'un qui m'a agressée en me disant, oh là là, mais t'es une perdante. Enfin, Ah c'est, ouais. oui, parce que bon, il y en a qui comprennent pas quoi. Mais non, donc en fait, c'est mon cerveau qui avait dirigé comme ça. Et en fait, ça a été une autre manière de le vivre.
d'aller au bout, de profiter de ce qui m'entourait et voilà, de faire un petit 15h30 nickel, proprement, sans bobo et sans courbature. Ouais, excellent. C'est un Ça me choix. fait penser, en ce moment, je suis en train de retravailler sur des programmes de prépa mentale, les différents types de résultats, enfin, pardon, d'objectifs qu'on se fixe. Ouais, Celui auquel, tu vois, généralement la plupart des gens euh, qui sont pas justement dans une démarche de prépa mentale, pas accompagnés, etc., se fixent des résultats. Ah punaise, je vais arriver. Des objectifs de résultats. Typiquement, arriver au sommet, sonner la cloche, etc. Euh, alors que les types d'objectifs qui sont les plus bénéfiques à terme, en termes vraiment global de bien-être, etc., pour les sportifs, c'est plutôt les objectifs de processus, qui est finalement, j'ai l'impression, ce que tu as fait toi, c'est-à-dire terminer son bobo, bien gérer tes transitions, ouais. Mm, faire en sorte de prendre du plaisir. mm. Et voilà, donc je trouve ça Ouais, assez, ouais. assez intéressant, d'autant plus que, tu l'as pas encore dit par humilité, mais t'as terminé première femme dans ta catégorie là aussi sur l'Alpsman. Ouais, ben comme ça me permettait de repartir avec mon petit trophée en bois. Voilà. Donc comme quoi, tu vois, on peut se concentrer sur le Ouais. processus et arriver à de super performances. Oui, bah après, la super performance, voilà, en soi, pour moi, un chrono, un chiffre, une mesure, j'ai passé, depuis 2 ans, j'ai passé ce cap-là. Je suis plus dans Ouais, le même système de compétition et de toute manière, je pense quand même, je suis plutôt convaincue que, à part vraiment pour les pros, celui qui part sur l'épreuve en disant, de toute façon, je vais cartonner, je vais taper la cloche, je me fixe que ça comme objectif. Ben, je pense que c'est difficile. Ben, on peut se planter plus souvent que l'inverse, hein. ouais, Je ouais, crois qu'il y a des marges à faire avant et des paramètres à prendre aux alentours. Comme je disais, moi, je veux pas être dans le regret, je veux pas être dans la déception. Et, euh, et voilà, je me dis, enfin, comment être déçu, regretter, faire la tête, voilà, quand on a 46 ans, qu'on est revenu de la mort, qu'on a plein de boulot, qu'on a des métiers de passion, qu'on a des enfants qui soutiennent, elles ont été là tout le temps, c'était extraordinaire, de vivre ça, de prendre ses départs, de faire ses entraînements, de refaire tout ça et de terminer après 15h30 et d'avoir fait la semaine. Enfin voilà, la victoire, il y a pas besoin pour moi, il n'y a pas besoin d'un ouais, chrono, d'une montre, de faire 20 minutes de moins en vélo. Bon ben voilà, bien sûr, hein, faut le considérer. C'est génial, on a le petit truc en plus quand on a réussi à taper la cloche. Hein, c'est vraiment sympa. Et bien sûr que bah, j'aurais été encore super contente si ça s'était ajouté. Hein, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en soi, comment être déçu euh, ouais. quand on fait tout ce chemin-là et quand on est là. Je pense que ça serait là par contre, ouais, ça serait être plutôt pas bien dans sa tête ou dans sa peau, de se rendre compte, de pas se rendre compte de ça, quoi. Ouais, 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 clairement. Je suis assez d'accord. Mm. Ça me fait pas mal réfléchir parce que je vais prendre le départ du coup en 2024, moi. Et du coup, je suis un Ouais. petit peu dans cette phase, tu vois, de définition d'objectifs, comment j'approche l'épreuve, sur quoi je me concentre. Je flippe un peu du format, donc moi j'ai l'approche un peu inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai pas un gros passif, on va dire, en course à pied, triathlon. Mhm. Euh, du coup, j'attaque ma prépa maintenant, donc quasiment un an d'avance, tu vois, Ouais, jour pour jour. Mais voilà, c'est super intéressant de t'entendre partager finalement la façon dont tu l'as vécu, parce que ouais, ça fait réfléchir un petit peu à la manière dont moi je vais pouvoir l'aborder. Donc ouais, très c'est ce qu'il intéressant. faut. De toute manière, dans tous les cas, comme j'ai dit, c'est le corps humain, c'est une machine extraordinaire. On peut la pousser très loin. Donc, c'est des milliards de systèmes d'adaptation. Si on les adapte correctement, c'est gagné. Le jour J, ils Hmm, s'adapteront. Donc, hmm, c'est bien s'entraîner, c'est bien sûr hein, les faire s'adapter, c'est mettre en place ces piliers-là, hein, l'entraînement, bon bah voilà, c'est une certaine hygiène de vie, mais aussi la soupape psychologique et les mises en place et les entraînements. Mais à partir du moment où on cadre bien, bah, ça y est, hein, c'est en place. Hein. ouais. Après, plus les épreuves sont longues, hein, on apprend ça en ultra,
Le but, c'est de pouvoir tout anticiper. Tout ce qui peut arriver, faut anticiper. Si on veut pas de surprise, de déception, c'est tout anticiper. Sauf que plus les épreuves sont longues et plus on a de risques d'avoir des petits trucs mais qu'on n'a pas prévu. Clairement. Clairement. Yes. Mais c'est T'es- faisable largement pour tous ceux qui en veulent, en tout cas, ouais. qui veulent se donner moyens. Alors tu parlais j'ai l'impression de l'impact, enfin de la manière dont tes proches qui étaient là sur place, etc., t'ont soutenu. Ça ça m'amène à une question, on va dire, sur l'ambiance ou l'état d'esprit de cette course. Chaque fois que je parle ou qu'on m'a parlé de l'Alpsman, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est une épreuve qui est un petit peu à part sur le circuit, en tout cas français, du triathlon. Du fait de ses caractéristiques, le format avec une épreuve dans l'épreuve, la difficulté, les paysages absolument magnifiques. Tu dirais, comme voilà, tu avais quand même pas mal d'expérience avant de prendre ce départ-là, tu dirais que tu as retrouvé une ambiance un peu particulière aussi, tu vois, une philosophie, une approche un peu différente sur l'Alpsman en particulier. En fait, c'est difficile de comparer parce que c'est mon premier extrême triathlon que je fais en France. Enfin, j'en ai fait que deux, de toute façon, puisque ça fait 3 ans que je fais du triathlon. Et c'est le seul que j'ai fait en France jusqu'ici. Ok. Donc je peux pas comparer. Et par rapport à Mais des épreuves, tu vois, même de trail ou de course, comme tu disais que tu avais fait du long, souvent sur le ouais, long, c'est vrai qu'on retrouve un peu des ambiances spéciales. ouais, Euh, ouais. Ça, c'est difficile de comparer. Ça n'a rien, mais vraiment rien à voir. Moi, j'aime le, le- l'esprit de longue distance en course à pied. C'est En fait, déjà, il n'y a pas de sport mécanique, donc ouais, on est loin de beaucoup de choses externes, hein, qui nous entourent. Là, la seule chose mécanique, eh ben, c'est ses jambes. Euh, et donc, c'est toujours très convivial. Ça me manque un peu, donc du coup, je vais pas tarder. Là, c'est prévu, j'y vais dans 2 mois. Euh, mais euh, oui, après, c'était quand même, c'est pas une grosse échelle parce qu'on était 400, mais du coup, ça va. Le fait qu'on soit pas noyé au milieu d'énormément de ouais, personnes, c'est bien parce que du coup, on a une bonne visibilité des personnes qui sont là, qui encouragent. Les bénévoles, ils étaient adorables, ils étaient super sympas. Il y avait du monde pour nous aider partout, pour nous encourager, donc ça c'est bien. Euh, et puis on a toujours vu du monde, c'était bien organisé, donc je dirais c'est à échelle humaine, c'était sympa ouais, pour ça. ouais. Ok. Excellent, excellent, excellent. Donc par rapport à ton objectif, bon, tu nous l'as dit un petit peu en introduction quand je te demandais comment ça allait, mais par rapport à ton objectif, donc plutôt de processus, d'arriver à bien gérer les transitions, éviter les bobos, assurer la nutrition, etc. Finalement, là, avec quelques heures, quelques jours seulement de recul, euh, tu dirais que c'est objectif atteint, carton plein? Ouais, bah super, là, j'ai pas du tout de bémol. C'était super. Donc, en plus, j'en ai vraiment profité ouais, avec mes proches. À un moment, une fois de plus, parce qu'ils sont toujours là dans mes épreuves sportives. Donc, c'est un moment de vie qu'on a ensemble, qu'on partage dans nos rythmes de fou à chaque fois, avec notre côté professionnel intense. On n'a pas toujours l'occasion de profiter de nos amis ou notre famille. Donc là, c'est sûr que ça me fait toujours un grand moment, un pincement au cœur de pouvoir profiter encore de mes parents qui sont là pour m'encourager, pour me soutenir. Voilà, mes filles, elles ont été là sur les 42 kilomètres de course à pied, à chanter, mettre de la Waouh. musique, à courir avec moi. Elles étaient changées. Enfin, donc du coup, franchement, j'ai rigolé parce que voilà, ils m'ont fait un sketch d'enfer. Mais bon, voilà. Donc du coup, pareil, toujours à ces moments-là, je relève les yeux, et je les regardais et faire leur clown là, et je me disais, mais que c'est bon et quelle chance j'ai d'être là et de vivre ça. Ça me restera toujours gravé. Ce moment-là, pour moi, l'épreuve, c'est ça. C'est vraiment ça. L'épreuve, je me vois courir à la semaine avec mes filles en train de chanter et de danser et mon père derrière avec son klaxon, pouette pouette là, qui faisait rire tout le monde. Et voilà, ça c'est ancré en moi. Voilà.
Excellent. C'est important et c'est bien. Donc ça fera partie de mes plus grands souvenirs, au moins de la semaine, avec cette arrivée avec mes filles. Et puis au coucher du soleil, voilà, une belle épreuve dans un bel endroit et des bons moments. Génial. T'évoquais un peu plus tôt le fait que t'es déjà sur les projets futurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on fait après un Alpsman? Euh, alors qu'est-ce qu'on fait? Après, normalement, on se repose. Normalement, c'est ça. Bon, moi, j'avoue, comme j'ai pas poussé dans l'effort, ben, je me sens pas. Bon, voilà, on dit toujours, oh, mais attends un petit peu, ça va retomber. Bon, je sais que je ne veux pas mettre en déception toutes les personnes qui aimeraient me voir très fatiguée, mais bon, je patiente, quelques jours de repos, un petit peu de soin pour être sûr que mon ischion soit bien totalement en place avant de reprendre là un peu de préparation courte mais pour faire un 100 km en course à pied. J'aimerais bien. Mais vous êtes là, enfin, t'es le premier à le dire. Enfin, t'es le premier à ce que je dis devant. Ah ah, excellent, excellent. Voilà. Donc voilà, donc pareil, toujours avec parcimonie, c'est-à-dire que j'attends de voir si effectivement j'ai pas de gros coups de fatigue qui me tombent dessus, qui n'auraient Ouais, pas été prévus. Enfin, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus, je ne suis pas prétentieuse à dire oh mais je m'en fous, je suis pas fatiguée, je vais faire n'importe, enfin je vais faire ça, je vais faire ça. C'est-à-dire que je sens que ça va bien, j'ai pas beaucoup de courbatures. Là, j'ai refait les derniers soins sur mon ischion. J'ai revu avec mon médecin, on a refait le check-up avec mon médecin du sport. Pour lui, aucun problème. Là, j'attends 2, 3 jours encore de repos. Et là, d'ici fin de semaine, zou, c'est parti sur la prépa 100 km. C'est vu avec un accord médical. Euh, donc pas de souci. Vu avec ma coach. Donc, s'il n'y a pas il n'y a pas de choses qui se mettent en travers, du coup, je vais préparer un petit peu plus, faire un peu de vélo, mais pas beaucoup. Une séance de natte, une séance de vélo et de musculairement de me réadapter un peu plus à la course à pied. Voilà, pour aller faire un 100 km une petite assos dans l'ultra de la course à pied en Ardèche. Pour un 100 km qui est pas labellisé, mais qui est au milieu de gens de l'ultra distance en course à pied, très sympa, très agréable, très accueillant. Et du coup, c'est le plus grand bonheur, c'est de retrouver tout ce monde-là, d'aller poser une tente, un sac de couchage, de dormir au milieu et de prendre un départ sous le soleil pour 100 km. trop bien, trop bien. Juste Voilà. peut-être dernière, comme on parle déjà, on est déjà dans le projet futur là, mais en fait il y a une étape qu'on a oubliée. D'un point Ah, de vue nutrition, pour la phase de récupération, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu as mis en place là, bon là en l'occurrence après l'Alfsman, mais que tu fais généralement après du très long, est-ce que tu as un régime un peu particulier? ah oui, un gros hamburger et des frites. Ok. Ça, c'est obligatoire le lendemain, ça. C'est pas possible. On veut bien dire qu'il faut tout faire attention, la récup, tout ça, mais bon, on est juste des êtres humains. J'ai beau être dans la Ouais, micronutrition, voilà, mais bon, comme quand même 3 semaines avant, je suis un peu plus stricte avant au niveau de la consommation d'alcool, au niveau des sucres. Voilà, j'essaye quand même de pas faire n'importe quoi non plus pour pas maltraiter mon corps et mon cerveau. Donc ça fait partie de la réussite et ça fait si je ne veux pas souffrir, c'est pas en faisant n'importe quoi. Bon voilà, donc c'est pour ça que juste le après, bon bien sûr déjà direct de bien s'hydrater quand même pour réhydrater ses cellules, déjà c'est pas mal avec de l'eau. Et voilà, après s'autoriser 1, 2 repas qui sont pas très micronutrition, on va dire, mais des choses qu'on a envie pour faire du bien à notre cerveau parce qu'il ouais. a besoin de souffler, parce qu'il a besoin de respirer, parce qu'on n'est pas champion du monde, parce qu'on n'est pas en équipe de France et qu'on a quand même le droit d'avoir une petite soupape. Et puis bah voilà, après, de toute façon, il n'y a que ça pour trouver l'équilibre, hein, parce que du coup, bah, une fois on profite un petit peu, et puis après, bah, derrière, bah, le corps naturellement, hein, il retourne à des bonnes choses parce qu'on a envie de remanger du verre, des légumes, de refaire attention. Le corps, il a envie d'avoir les bonnes choses. Donc, ça, il n'y a pas besoin de se forcer. On n'est pas en combat permanent avec l'aliment. Ouais, Et ouais. c'est ça, tout est une question d'équilibre pour pas être en combat avec l'aliment. C'est ce que j'explique au passage à tous ceux dans les interventions en entreprise. Ce qui est la plus dur aujourd'hui, c'est le combat avec l'aliment.
et aussi surtout chez les sportifs qui sont très excessifs. Ouais. Donc voilà, donc Ouais. des repas plaisir, enfin une bonne Ouais. hydratation, un peu de repas plaisir et puis après quand même bien sûr des protéines, de toute façon équilibrées, des protéines, des légumes, des glucides, un index glycémique bas pour refaire un peu la réserve en glycogène et puis voilà quoi. Ok, super. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis, tu vois, par rapport aux extrêmes, que finalement le corps n'aime pas trop les extrêmes. Pour avoir fait beaucoup de régimes plus jeune quand j'étais à haut niveau en judo, je vois que ça laisse des traces. Donc, moi, ça me va très très bien ton tips, tu vois, sur le repas plaisir post-épreuve. Je crois que c'est ce que je vais retenir de l'échange, tu vois. Ouais. Hamburger frites, je vais garder ça en tête pour Tu toute ma penseras prépa l'année pour prochaine l'Alpsman. après la last man. Voilà. Yes. Excellent. Bah écoute, un grand merci Emmanuel, c'était juste passionnant de creuser ce sujet de la nutrition, puis surtout d'en apprendre plus sur ton parcours en général, la façon Ouais. dont tu approches le sport et plus particulièrement l'ultra, surtout depuis cet accident à vélo. Est-ce que toi, il y aurait peut-être un message que tu aurais envie de partager par rapport à tous les sujets sur lesquels on a échangé pour conclure cet épisode? Bah, je vais en revenir à ce qu'on vient d'aborder là, c'est-à-dire que éviter tous les extrêmes. Enfin, dans les Ouais, extrêmes, dans les préparations extrêmes, dans les régimes extrêmes, euh, parce que notre corps, c'est un lien avec le cerveau et c'est une harmonie, c'est une harmonie générale. Et tout ce qu'on va s'imposer de manière extrême, de toute manière, on va le finir par le reprendre en négatif derrière, que ce soit en nutrition, que ce soit dans la pratique sportive. Voilà, donc rien d'extrême et surtout le plaisir aussi de faire. Parce que c'est pareil, si on ne fait pas avec plaisir et qu'on se force et qu'on s'impose énormément de choses strictes, bah, de toute façon, le cerveau, c'est comme le physique. Si le physique, il tient choc et qu'il se blesse pas, le cerveau, de toute manière, il a pareil, des limites. Et si le cerveau est fatigué, et ben, le truc, c'est que c'est pas palpable. On le sent pas, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que c'est hyper insidieux. Et si le cerveau, il suit plus, qu'il a mis le off, et là, je parle pas ceux d'accident, je parle de tout le monde, quand vous avez une fatigue psychologique, c'est terminé. Vous aurez beau essayer de vous entraîner, vous n'y arriverez pas. Vous aurez beau essayer de mettre en place de la nutrition, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, donc tout est toujours une bonne question d'équilibre et plaisir. C'est ce que je peux dire. excellent. Voilà pour ma petite conclusion. Super. Génial. Ben, un grand merci Emmanuel. Bien, merci à toi. Excellente préparation du coup pour ce 100 km. Et puis Bon, bah tu vas écoute, arriver vite. ouais, exactement. Je penserai bien à toi quand je commencerai vraiment la préparation Alpsman et puis il va vraiment falloir que je me mette à bûcher un peu sur ces sujets de nutrition. Mais bon, peut-être que je te recontacte du coup dans Oui. la foulée de l'épisode. Oui, c'est bien. Je fais du à distance, j'en ai plein. Excellent. Merci Emmanuel. De rien, Loïc. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Emmanuel dans son intégralité. J'espère que vous aurez appris des choses sur le sujet de la micronutrition et que cet échange vous aura peut-être donné envie à vous aussi de prendre le départ de l'Alpsman l'année prochaine. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter via Instagram sur lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour vous proposer du contenu de qualité gratuit chaque semaine, donc si vous ne l'avez pas encore fait, j'apprécierais énormément que vous preniez quelques minutes de votre temps maintenant pour me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment les sujets d'aventure et de dépassement. Un grand merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec un ancien opérateur des forces spéciales.